Science. Bonjour et bienvenue pour ce Stop Science consacré aujourd'hui à Nessie, plus connu sous le nom de monstre du Loch Ness. Des monstres, tout le monde croit en voir, partout, tout le temps. Et Internet n'a pas arrangé les choses. Une photo mal cadrée, une impression vague dans le regard, un flou plus artistique que d'habitude, et paf, la rumeur est lancée, et c'est le buzz. Mais bon, tous ces trucs, avant d'être des monstres, ce sont surtout et avant tout des corps mutilés par la décomposition et l'eau de mer d'animaux qui, eux, sont bien réels. Ça, ce sont les faits. Mais ceux qui disent voir des monstres sautent l'étape de la constatation des faits pour passer directement à l'interprétation. Dire « j'ai vu un monstre » n'est pas un fait. C'est votre interprétation du fait « j'ai vu quelque chose de moche ». Donc ça, c'est un truc moche qui ressemble à un monstre. Mais sa dentition est aussi typiquement celle d'un raton laveur ou de quelque chose qui s'en rapproche. Ça, c'est un truc moche aussi qui ressemble à un monstre, mais aussi un peu à un lama. Serge, pas toi, non! Mais l'autopsie a finalement montré qu'il s'agissait d'un banal paresseux dont la décomposition avait fait tomber le pelage. On continue ? Bon, regardez, le truc au bout de cette perche blanche, là, ça ressemble à un ver géant façon dune. Et avec ce cadrage-là, ça ressemble plutôt à un bête poisson qu'on appelle une lamproie. Un serpent de mer avec des cheveux ? À moins que ça soit une orque échouée. Donc nous disions, les monstres, tout le monde croit en voir, tout le temps, et c'est pas nouveau. Voici l'un des monstres les plus vieux qui soit. Nessie, parfois appelé le Loch Ness du nom du lac écossais qui l'abriterait. Voici le cliché le plus connu de Nessie. C'est la photo dite du chirurgien car elle a été faite par un gynécologue. Les spéculations quant à cette photo vont bon train. Et même ceux qui ne veulent pas croire en l'existence de Nessie ne manquent pas d'imagination. Mais il y en a une qui remporte l'approbation la plus large du grand public. Nessie serait un plésiosaure. Mais non, pas un dinosaure, un plésiosaure. Un reptile marin ayant vécu durant l'ère mésozoïque, il y a entre 240 et 65 millions d'années, mais qui n'a rien à voir avec un dinosaure. Ce serait super sexy, un monstre marin préhistorique vivant dans le Loch Ness. Oui, mais voilà, la liste des faits bien réels, qu'il vous faudrait nier pour qu'un monstre ou un plésiosaure vivant existe dans le Loch Ness, est très longue. Et voici les plus importants. Premièrement, les plésiosaures sont des descendants de reptiles terrestres. Ce ne sont pas des poissons. Donc, si Nessie est un plésiosaure, il doit avoir des poumons et doit remonter régulièrement à la surface pour respirer, endroit où nous devrions pouvoir l'observer sans trop de problèmes, comme on le fait pour les baleines par exemple. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais le sélacanthe et les calmars géants, eux aussi, on croyait qu'ils n'existaient pas, on les a découverts quand même, et en fait, ils étaient cachés, et nanani, et nanana. Oui, mais voilà, le sélacanthe et le calmar géant, eux, peuvent s'oxygéner sous l'eau et donc y vivre sans jamais remonter à la surface. D'ailleurs, l'un comme l'autre vivent à grande profondeur dont ils ne remontent presque pas. Le monstre du Loch Ness, si tant est qu'il s'agisse d'un plésiosaure, ne pourrait pas se cacher indéfiniment dans les profondeurs du Loch. Profondeurs qui ne sont d'ailleurs pas si grandes puisque le Loch Ness n'est qu'un lac, dû sur nous le rappeler. Les baleines, qui ont la planète entière pour se planquer, ne nous ont pas échappé. Et n'ont surtout pas échappé aux Japonais. Alors comment Nessie, dans son tout petit lac, y serait-il parvenu ? Le brouillard. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne ? Oh non, seulement quand il ne pleut pas. Et ces incursions sur le milieu terrestre seraient d'autant plus visibles que peut-être il devrait y pondre des œufs. Ou peut-être pas, comme le suggère le fossile de plésiosaure retrouvé avec un petit en gestation dans son ventre et sans aucune trace d'œuf autour. Ce qui suggère qu'il devait accoucher comme des cétacés. Deuxièmement, le Loch Ness croulait encore sous un immense glacier il y a encore 10 000 ans de cela, durant la dernière ère glaciaire. Et même si un peu d'eau aurait pu rester liquide sous ce tas de glace, comme au lac Vostok en Antarctique par exemple, Ce qui est très improbable, alors l'immense pression que cette épaisseur de glace aurait exercée sur le monstre... 360 fois la pression atmosphérique au lac Vostok, Merci. Cette pression donc l'aurait réduit en dés à coudre. et commencez pas avec les scénarios de science-fiction du genre il aurait survécu congelé, c'est n'importe quoi. Troisièmement, les plésiosaures sont marins, alors que le Loch Ness est un lac d'eau douce, situé à 16 mètres d'altitude. Nessie aurait certes pu s'adapter, mais en à peine 10 000 ans, ça fait quand même un peu court. Enfin, dernièrement, on parle souvent du Loch Ness ou de Nessie pour désigner le monstre, mais il est bien évident que s'il existe, Nessie n'est pas tout seul. Ah, ça certainement pas. Seule une population entière de plésiosaures aurait pu survivre et se perpétrer pendant 65 millions d'années, voire plus. À moins que ça ne soit un Mathusalémosaure.
Tout le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de ressources dans le Loch Ness pour supporter une population de grands reptiles piscivores comme des plésiosaures. Les eaux turbides et sombres du Loch Ness ne laissent pas filtrer beaucoup de lumière, donc le plancton végétal ne peut pas s'y développer. Et cette absence de végétaux court-circuite toute la chaîne alimentaire dès sa base. Les plésiosaures étaient des reptiles piscivores, comme en témoignent leurs dents qui sont parfaites pour harponner le poisson. Donc si Nessie est un plésiosaure, alors il devrait être situé au sommet de cette chaîne alimentaire au pied d'argile. Rendez-vous compte, le Loch Ness compte à peine 22 tonnes de poissons. Sachant que dans la nature, la biomasse de grands carnivores est à peu près de 10% de celle de ses proies, cela veut dire qu'en théorie, le Loch Ness ne peut accueillir que 2,2 tonnes de monstres. Ça vous fait un seul et unique monstre de taille correcte, mais qui aurait vécu seul dans le lac pendant à peu près 65 millions d'années, ça fait un peu vieux quand même. Ou bien 10 monstres de la taille d'un cochon et qui auraient été fortement consanguins. Ou bien encore, une centaine de monstres de 2 kilos. Là, plus de problème de consanguinité, simplement un problème de monstruosité. Bah oui, comment avoir l'air monstrueux quand on est moins gros qu'un chat? Alors, laquelle de ces hypothèses vous semble la moins inacceptable? Tapez 1 pour le Mathusalémosaure. Tapez 2 pour le loch cochon. Et tapez 3 pour le Katniss. En conclusion, quelle que soit l'interprétation que vous choisissez parmi ces deux-là, elles ont en commun qu'elles partent du principe que l'animal représenté sur la photographie est bien réel. Mais comme vous l'aurez compris, aucune des deux n'apparaît sérieusement soutenue par les faits. Or, les faits, les voici. La photo originale révèle la taille tout à fait ridicule du soi-disant monstre. Mais en vérité, le fait que cette photo ait été une supercherie n'est plus un secret depuis 1975. Alors, pourquoi cet engouement pour un monstre fantoche? Déjà, il y a le contexte historique. L'imagination des Britanniques concernant les monstres préhistoriques est, au début du siècle dernier, enflammée par les spectaculaires découvertes de Mary Anning, faites 50 ans plus tôt. Ces découvertes avaient d'ailleurs donné naissance à l'exposition du Crystal Palace, la première montrant des animaux préhistoriques reconstitués grandeur nature et mis en scène par le terrifiant Sir Richard Owen. L'engouement pour les monstres préhistoriques en ce début de XXe siècle atteint son comble avec la publication puis l'adaptation au cinéma du Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, puis la sortie au cinéma du tout premier King Kong en 1933. Et curieusement, c'est à peu près à cette même époque qu'ont été pour la première fois observés Bigfoot et le monstre du Loch Ness. Coïncidence? J'en doute fort. Moralité, il ne faut pas se précipiter sur l'interprétation aussi attirante soit-elle. À la vue de cette photo, immédiatement notre cerveau nous crie « J'ai vu un plésiosaure !» Mais ce que vous voyez en fait, c'est une image fortement agrandie du nombre ayant une allure de plésiosaure. Mais ce pourrait tout aussi bien être une souche flottante, Ou un cormoran? ou bien simplement un faux. Attention, n'allez pas croire que nous faisons ici du scepticisme à outrance, et que les scientifiques de manière générale sont complètement hermétiques à tous les témoignages en la faveur du monstre du Loch Ness. En vérité, s'il y avait de bonnes raisons de croire qu'il existe encore un plésiosaure vivant en Écosse, alors tous les paléontologues du monde y accourraient et videraient le lac à la paille s'il le faut pour le découvrir. Les scientifiques sont sceptiques, oui, mais pas fous. Ils ne voudraient surtout pas passer à côté de la découverte la plus sexy du siècle. Mais voilà, le Loch Ness, comme tout le reste de l'Europe, est loin d'être l'endroit le moins fréquenté du monde et plus aucune espèce nouvelle d'une taille supérieure à 2 grammes n'y a été découverte depuis une centaine d'années. En France, par exemple, la dernière espèce de mammifère de taille correcte qui a été découverte est une toute petite taupe subaquatique, le décement des Pyrénées, et c'était en 1811. Les faits sont aussi qu'après 100 ans d'investigation, d'observation en surface, à l'œil nu ou avec des caméras, ou en sous-marin, ou bien encore avec des bateaux armés de sonars ayant parcouru le Loch Ness de part en part, et ce, plusieurs fois, et le tout sachant que la région du Loch Ness est tout sauf un désert humain, rien de concluant n'a été trouvé. Donc, si vous tenez toujours à croire que le monstre du Loch Ness existe, autant vous dire qu'à part des photos floues et quelques rumeurs et témoignages contradictoires, il n'existe rien de tangible pour aller dans ce sens. Car il faudrait beaucoup mieux que quelques indices médiocres pour attester de la présence d'une créature à un endroit où son existence même transgresserait toutes les lois de la biologie et de la logique la plus élémentaire. Par contre, les dégâts écologiques de cette chasse au courant d'air, comme l'introduction d'espèces invasives accrochées aux bateaux venus de l'étranger, eux, sont palpables. Et les retombées financières qui vont avec aussi d'ailleurs. Pour en savoir plus, nous vous recommandons de ne pas croire tout ce qui traîne sur le net, ainsi que la lecture du livre, pour l'instant en anglais, Abominable Science.
Et surtout, n'oubliez pas que de la même façon qu'un grand pouvoir implique de lourdes responsabilités, formuler de grandes hypothèses demande de fournir des preuves qui envoient du lourd pour les étayer. Merci à tous.